Il y a un moment où tu réalises que tes enfants adultes ne demandent plus juste de l'aide. Ils prennent ton temps, ton argent, ta paix, ta dignité. Et au moment où tu comprends ce qui se passe, tu as déjà perdu des années que tu ne peux pas récupérer et des morceaux de toi-même que tu ne récupéreras jamais. J'ai 83 ans. Je m'appelle Marguerite et je dois te parler des 6 choses que j'ai laissé mes enfants faire qui m'ont presque détruite. Pas dramatiquement, pas tout d'un coup, mais lentement, tranquillement, comme l'érosion fonctionne sur une berge. Tu ne remarques pas jusqu'à ce que le sol sous toi ait déjà cédé. Ce ne sont pas des choses qui semblent mauvaises de l'extérieur. Elles ne ressemblent pas à de l'abus ou de la cruauté ou de la négligence. Elles ressemblent à de la famille. Elles ressemblent à du besoin. Elles ressemblent à de l'amour. Mais elles ne le sont pas. Et si tu as plus de 60 ans avec des enfants adultes, tu dois entendre ça avant de faire les mêmes erreurs que moi. Avant de donner tellement de toi-même qu'il ne reste rien quand tu as finalement besoin que quelqu'un rende. Parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Les schémas sont établis. Les attentes sont établies. Et essayer de récupérer tes limites semble être une trahison au lieu d'une survie. Richard est mort quand j'avais 75 ans. Crise cardiaque, parti en un instant. Et pendant les premiers mois, mes enfants étaient présents, appelant tous les jours, visitant les week-ends, vérifiant pour s'assurer que j'allais bien. Ça faisait du bien. Ça semblait être pris en charge, comme si je comptais pour eux au-delà d'être juste utile. Mais ensuite, quelque chose a changé. Les appels sont devenus moins fréquents, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Les visites sont devenues plus courtes, sauf s'ils avaient besoin que je garde les enfants ou aide avec quelque chose. L'inquiétude s'est estompée dans le bruit de fond de leur vie occupée, et les demandes ont commencé. Petites au début, semblant innocentes. Le genre de choses auxquelles tu dis oui sans réfléchir, parce que bien sûr tu aides tes enfants quand ils ont besoin de toi, mais ces petites demandes sont devenues des schémas. Ces schémas sont devenus des attentes. Et ces attentes sont devenues des exigences que je ne pouvais pas refuser sans me sentir comme si j'échouais en tant que mère. Je ne l'ai pas vu arriver. Pas pendant des années. Pas jusqu'à ce que je sois si profondément dedans que m'en extraire semblait impossible. La première chose que je n'aurais jamais dû permettre, la chose qui a préparé le terrain pour tout le reste, était le manque de respect décontracté déguisé en humour. Ça a commencé lors d'un dîner de famille quand j'avais 76 ans. Ma fille Léa racontait à tout le monde sa semaine. A mentionné quelque chose à propos de gérer un collègue difficile. J'ai dit, je me souviens quand je travaillais au bureau de la paix, on avait quelqu'un comme ça. Ce qui m'a aidé, c'était... Léa m'a coupé en plein milieu de phrase. Harry a dit, maman, c'était genre il y a 40 ans. Les choses sont différentes maintenant. Tu ne comprendrais pas comment fonctionnent les bureaux modernes. Tout le monde a ri, y compris le frère de Richard qui visitait, y compris mes petits-enfants qui étaient assez vieux pour comprendre. J'ai souri aussi, parce que quoi d'autre pouvais-je faire? Objecter et sembler trop sensible? Faire une scène pour quelque chose de petit? Mais ça piquait, parce que je comprenais. Comprenais que les gens difficiles existent à chaque époque, que certaines choses sur la nature humaine ne changent pas, peu importe la technologie ou le temps. Mais plus que ça, je comprenais que je venais juste d'être rejetée. Devant toute ma famille, mon expérience invalidée, ma tentative de me connecter et contribuer fermée avec des rires. Ça aurait dû être le moment où je prenais Léa à part et disais « Quand tu me coupes comme ça et te moques de moi devant tout le monde, ça me fait sentir comme si ce que je dis n'avait pas d'importance. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que ça semblait trop petit pour en faire une chose. Parce que je ne voulais pas être difficile, parce que je pensais que peut-être j'étais trop sensible. Alors ça a continué, est devenu un schéma, est devenu la dynamique familiale. Chaque fois que je commençais à raconter une histoire de mon passé, quelqu'un souriait avec indulgence, comme si j'étais un enfant partageant quelque chose de mignon, mais non pertinent. Chaque fois que j'offrais des conseils basés sur mes 76 ans de vie, quelqu'un expliquait gentiment pourquoi ça ne s'appliquait plus. À la fête d'anniversaire de mon petit-fils,
j'ai mentionné qu'on faisait les gâteaux d'anniversaire maison, que c'était partie de la célébration. Léa a levé les yeux au ciel. « Personne ne fait ça maintenant, maman. On n'a pas tous un temps infini comme toi. » Comme si élever 5 enfants tout en travaillant à temps partiel et gérant un ménage avait été du loisir. Comme si ma vie avait été plus facile que la sienne d'une façon ou d'une autre. Son mari Harry a dit « temps différent, je suppose ?» et tout le monde a continué. Comme si je n'avais pas juste été dit que mon expérience de maternité était qu'un et dépassée et non pertinente à la parentalité moderne. Je suis restée silencieuse, me suis sentie devenir plus petite et senti ma voix compter de moins en moins dans ma propre famille. Parce que c'est ce qui arrive quand tu permets le manque de respect, quand tu le laisses passer sans contestation parce que la confrontation semble pire que la diminution. Tu apprends aux gens que ta dignité est négociable, que ta voix est optionnelle, que le respect pour toi est conditionnel à si tu es actuellement utile. La deuxième chose que je n'aurais jamais dû tolérer était que mon temps soit traité comme s'il n'avait aucune valeur. À 77 ans, j'avais finalement commencé à construire une vie qui était à moi et rejoint un club de lecture à la bibliothèque et commencé à faire des promenades matinales avant qu'il ne fasse trop chaud. Prenais un café avec ma voisine Sarah tous les mardis après-midi. Petites choses, mais elles comptaient. Elles étaient à moi. Pour la première fois depuis que j'avais 22 ans, j'avais un emploi du temps basé sur ce que je voulais au lieu de ce dont tout le monde avait besoin. Puis Léa commençait à appeler. « Maman, tu peux garder les enfants jeudi après-midi? Juste quelques heures. » J'ai dit oui, bien sûr. Ce sont mes petits-enfants. J'aime passer du temps avec eux. Puis c'était mardi matin. Puis vendredi soir. Puis, maman, je sais que c'est de dernière minute, mais la babysitter a annulé et j'ai un truc de travail dans 1 heure. Tu peux venir maintenant? Et j'ai continué à dire oui, continué à annuler mes plans, continué à réorganiser ma vie pour accommoder la sienne. Manquer le club de lecture 4 fois en 2 mois. Arrêter de programmer le café avec Sarah parce que je ne savais jamais quand je serais disponible. Arrêter de faire des plans parce que je devrais probablement juste les annuler de toute façon. 1 semaine, j'ai réalisé que j'avais été chez Léa 5 jours sur 7, gardant des enfants, faisant des repas, faisant de la lessive qui n'était pas à moi, vivant la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la mienne. Quand j'ai essayé de le mentionner, essayé de dire gentiment que j'avais besoin de plus de préavis, que j'avais mes propres choses que j'aimais faire, le visage de Léa est tombé. Elle a dit « Je pensais que tu aimais passer du temps avec les enfants. Je pensais que tu voulais aider. » La plupart des grands-mères seraient ravies d'être si impliquées. Cette phrase. La plupart des grands-mères seraient ravies. Comme si vouloir ma propre vie signifiait que je n'aimais pas mes petits-enfants. Comme si avoir des limites signifiait que j'étais égoïste ou froide. J'aurais dû dire « Je les aime ». Mais j'ai aussi besoin de temps pour moi. J'ai besoin de préavis. J'ai besoin de pouvoir dire non sans être faite pour me sentir coupable. Mais je ne l'ai pas fait, parce que sa déception semblait être une accusation, parce que dire non à tes enfants quand ils ont besoin d'aide semble être échoué. Alors j'ai continué à dire oui, continué à sacrifier mon temps, continuer à lui enseigner que mon emploi du temps était toujours flexible, toujours secondaire, toujours disponible, jusqu'à ce que je n'ai plus d'emploi du temps du tout, juste de la disponibilité. La troisième chose que je n'aurais jamais dû permettre était que la culpabilité soit utilisée comme une arme. Mon fils David n'a jamais demandé d'argent directement. Il était plus intelligent que ça. Il appelait et mentionnait, de façon décontractée, que les choses étaient serrées, qu'il n'était pas sûr de comment il passerait le mois, que sa fille avait besoin de nouvelles chaussures, mais qu'il devrait attendre. Ne demandant pas, juste partageant, laissant juste le poids de sa lutte là dans la conversation, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Alors j'offrais, « David, je peux aider. Combien as-tu besoin? » Il hésitait. Disait qu'il ne pouvait absolument pas, disait qu'il ne voulait pas être un fardeau, me faisait insister, me faisait le convaincre de prendre mon argent, 200 €, 500, 1000,
Juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied, maman. On te remboursera. » Ils ne m'ont jamais remboursé. Et je n'ai jamais demandé, parce que demander me rendrait mesquine, me rendrait le genre de mère qui garde le score, me rendrait sans amour. En 4 ans, j'ai donné à David et Léa collectivement plus de 17 000 € de mes économies de retraite. Argent que j'avais économisé soigneusement pendant des décennies. Argent que j'avais prévu d'utiliser pour les urgences, pour les dépenses médicales, pour tout ce dont j'aurais pu avoir besoin dans mes dernières années. Parti. Parce que je ne pouvais pas supporter la culpabilité d'avoir de l'argent à la banque pendant que mes enfants luttaient. Et voilà ce qui rend ça particulièrement douloureux. Ils ne luttaient pas à cause de circonstances hors de leur contrôle. Ils luttaient à cause de choix qu'ils avaient faits. Nouvelle voiture qu'ils ne pouvaient pas se permettre, maison qui tendait leur budget, vacances qu'ils mettaient sur les cartes de crédit, décision de style de vie que je n'aurais jamais prise quand j'élevais 5 enfants avec le modeste salaire de Richard. Mais j'ai continué à donner, parce que les parents sont censés aider leurs enfants, parce que l'alternative était de les regarder lutter pendant que j'avais des ressources. Jusqu'à ce que mon propre chauffe-eau se casse quand j'avais 81 ans, devait être remplacé. 650 €. Je ne l'avais pas, et dû prendre de mon budget épicerie pour les 2 mois suivants pour le couvrir, parce que mon fonds d'urgence était parti, parce que je l'avais tout donné, et appelé David, demander s'il pouvait aider. Juste cette fois. Il a dit « Waouh, maman, c'est dur. On est vraiment serré en ce moment cependant. Tu peux juste prendre des douches froides pendant un moment jusqu'à ce que tu trouves une solution. » Le même fils à qui j'avais donné des milliers ne pouvait pas m'aider avec 650 €. C'est là que j'ai compris. Je ne les aidais pas à construire la stabilité. Je leur permettais d'éviter de la construire eux-mêmes. Et j'avais détruit ma propre sécurité dans le processus. En fait, j'ai tout écrit. Chaque schéma, chaque limite que j'aurais dû poser, chaque moment où j'aurais aimé choisir différemment, tout ce que j'ai appris trop tard sur te protéger même des gens que tu aimes. Je l'ai mis dans un livre appelé Le Code de la liberté. Mon fils David m'appelle presque quotidiennement maintenant, essayant de me faire le retirer. Dites que c'est trop spécifique. Dis que les gens vont savoir que je parle de lui et Léa. Dis que ça le fait paraître comme un fils terrible. Dis que vont penser ses collègues s'ils le découvrent. Dis que j'humilie la famille publiquement. Mais une femme nommée Béatrice de Normandie m'a écrit il y a 2 semaines. Elle a 71 ans. Donnait de l'argent à sa fille depuis des années, plus de 25 000 €, pendant que ses propres économies disparaissaient. A lu le livre. A finalement dit non. La fille était en colère au début, mais a finalement eu un 2e emploi et l'a résolu. Béatrice a dit qu'elle dort toute la nuit maintenant pour la première fois depuis des années. Une femme nommée Florence de Bretagne, 69 ans, gardait ses petits-enfants 5 jours par semaine depuis 4 ans, sans aucune compensation tout en s'épuisant complètement. A lu le livre, a réduit à 1 jour par semaine. A dit que sa fille était contrariée mais s'est ajustée. Florence a rejoint un groupe de quilting et s'est reconnectée avec de vieilles amies. A dit qu'elle se sent à nouveau elle-même. Une femme nommée Winifred de Provence, 74 ans. Ses 3 enfants ne la contactaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Argent, garde d'enfants, conseils, soutien émotionnel. N'appelait jamais juste pour voir comment elle allait. A lu le livre. A commencé à être moins disponible, moins rapide à répondre, moins disposée à tout laisser tomber. A remarqué que ses enfants commençaient à faire plus d'efforts quand elle n'était pas garantie d'être toujours là. Le lien est dans le commentaire épinglé. David va continuer à appeler, continuer à faire pression sur moi, continuer à dire que je dois protéger la réputation de la famille, continuer à faire de ça à propos de lui au lieu de la vérité. Mais les femmes le lisent et récupèrent leur vie. Donc il reste pour l'instant. La 4e chose que je n'aurais jamais dû tolérer était d'être nécessaire pour tout, mais prise en charge pour rien. Celle-ci me brise le cœur à me souvenir, parce que ce n'est pas à propos de ce que mes enfants ont fait, c'est à propos de ce qu'ils n'ont pas fait. À 79 ans, je suis tombée dans ma salle de bain, tôt le matin, et mal mis le pied en sortant de la douche.
suis tombée durement sur le carrelage et cogné ma hanche. Ne pouvais pas me lever. Suis restée allongée là pendant 40 minutes, essayant différentes positions, différents angles, jusqu'à ce que je réussisse finalement à me tirer en utilisant les toilettes. Corps entier tremblant, terrifié, pensant à ce qui serait arrivé si je n'avais pas pu me lever, si j'avais été là pendant des heures, des jours, et appelé Léa une fois que j'étais stable. Lui ai dit ce qui s'était passé, que j'allais bien mais j'avais peur. Elle a dit « Oh mon Dieu, maman, c'est si effrayant. Dieu merci, tu vas bien. Écoute, je suis littéralement en train de sortir pour aller chercher les enfants à l'école, mais appelle-moi plus tard et dis-moi ce que dit le médecin, d'accord ?» A raccroché, n'est pas venue, ne m'a pas vérifié plus tard, n'a pas rappelé. Si elle était tombée, j'aurais tout laissé tomber, aurais conduit directement, l'aurais emmenée chez le médecin moi-même, serait restée jusqu'à ce que je sache qu'elle allait vraiment bien, mais elle ne l'a pas fait. Parce que mon bien-être était devenu quelque chose qu'elle reconnaissait, mais ne priorisait pas. Et appelé David. Même réponse. Waouh, c'est effrayant. Content que tu ailles bien. Hé, je suis au milieu de quelque chose, mais on parlera bientôt. Aucun d'eux n'est venu. Aucun d'eux n'a suivi. Aucun d'eux ne semblait enregistrer que j'avais été seule et effrayée et aurait pu être gravement blessée. Sarah, ma voisine à 2 maisons, est venue cet après-midi quand je l'ai mentionnée en prenant mon courrier, a apporté de la soupe. S'est assise avec moi pendant 2 heures. S'est assurée que je pouvais marcher sans trop de douleur. M'a vérifié tous les jours pendant la semaine suivante. Quelqu'un qui n'était pas de la famille se souciait plus de si j'allais bien que mes propres enfants. Ça faisait plus mal que la chute. Plus mal que les bleus qui ont pris des semaines à s'estomper. Parce que j'avais passé 79 ans à être la personne qui se présentait, qui laissait tout tomber, qui s'assurait qu'ils étaient en sécurité et pris en charge. Et quand j'avais finalement besoin que quelqu'un se présente pour moi, ils étaient trop occupés. La 5e chose que je n'aurais jamais dû accepter était d'être le plan de secours permanent de tout le monde. Voiture en panne? Appelle maman pour des trajets jusqu'à ce qu'on puisse se permettre de la réparer. Besoin de quelqu'un pour garder la maison pendant 1 semaine? Maman n'a rien en cours. Divorce en cours et besoin d'un endroit où rester? Maman a 7 chambres supplémentaires. Dispute avec un conjoint et besoin de se défouler à minuit? Maman ne dort jamais de toute façon. Un par un, chaque crise dans la vie de mes enfants est devenue ma responsabilité. Pas parce que j'étais la meilleure personne pour aider, mais parce que j'étais la personne la plus facile à demander, parce que j'avais toujours dit oui, toujours réorganisé, toujours sacrifié ce que j'avais prévu. Quand j'avais 80 ans, mon fils Michel traversait son 2e divorce, a demandé s'il pouvait rester avec moi pour 1 semaine ou 2, juste jusqu'à ce que je trouve une solution. 6 mois plus tard, il était encore là, mangeant ma nourriture, utilisant mes services publics, laissant ses affaires partout, traitant ma maison comme un hôtel. Et je ne pouvais pas lui demander de partir parce que ça me rendrait sans cœur, me rendrait la mère qui a tourné le dos à son enfant quand il souffrait. Mais j'étais misérable, ma maison n'était plus à moi, mes routines étaient perturbées, ma paix était détruite. Je ne pouvais pas me détendre dans ma propre maison parce que Michel était toujours là, toujours regardant la télé trop fort, toujours laissant des désordres que je me sentais obligée de nettoyer. Quand j'ai finalement, après 6 mois, dit qu'il devait trouver son propre endroit, il avait l'air blessé. A dit « Je pensais pouvoir compter sur toi, maman. Je suppose que la famille ne signifie plus rien », transformant ma limite en trahison. Me rendant la méchante pour vouloir mon espace après 6 mois d'être un hôtel gratuit. Et c'est le schéma avec toutes ces choses. Quand tu poses finalement une limite après des années de ne pas en avoir, on te fait sentir comme le méchant. Comme si tu étais égoïste. Comme si tu échouais en tant que mère. Mais tu ne l'es pas. Tu es finalement honnête sur ce dont tu as besoin, ce que tu peux donner, ce que tu mérites. La 6e chose, la chose qui pourrait être la plus insidieuse parce qu'elle arrive si graduellement, c'est permettre à tes enfants de commencer à prendre des décisions sur ta vie sans ton avis. À 82 ans, Léa a commencé à parler de moi vendant ma maison.
ne demandant pas si j'y avais pensé, me disant que je devrais. Maman, cette maison est trop grande pour toi maintenant. Tu devrais vendre et déménager dans une de ces communautés pour seniors, ou déménager plus près de moi pour que je puisse garder un œil sur toi. N'a jamais demandé ce que je voulais. N'a jamais demandé si j'étais heureuse ici. N'a jamais demandé si je me sentais capable de gérer ma propre maison. A juste décidé que parce que j'étais vieille, je devais être incapable. Que parce que je vivais seule, je devais avoir besoin de supervision. J'ai dit que je n'étais pas intéressée à déménager, que j'aimais ma maison, que j'avais vécu ici pendant 30 ans et n'étais pas prête à partir. Léa est devenue frustrée. « Maman, tu ne penses pas clairement à ça. Qu'arrive-t-il quand tu ne peux plus gérer les escaliers? Qu'arrive-t-il quand quelque chose se casse et tu ne peux pas le réparer? Tu dois être pratique, comme si j'étais un enfant qui avait besoin qu'on lui explique les choses. Comme si je n'avais pas pris des décisions pratiques pendant 8 décennies. Comme si j'étais soudainement devenue incompétente au moment où j'ai eu 80 ans. Quand je suis restée ferme, elle a commencé à me contourner, à appeler mon fils David pour parler raison à maman, a commencé à regarder les communautés pour seniors et à m'envoyer des brochures que je n'avais pas demandées, a commencé à traiter ma vie comme un problème qu'elle devait résoudre. Et c'est ce qui arrive quand tu permets toutes les autres choses, quand tu laisses le manque de respect et être prise pour acquise et la culpabilité devenir normaux, quand tu enseignes à tes enfants pendant des années que tes limites n'ont pas d'importance. Finalement, ils arrêtent de te voir comme un adulte capable prenant ses propres décisions. Ils commencent à te voir comme quelqu'un qui a besoin d'être géré, contrôlé, décidé pour. J'ai dit à Léa clairement, je ne déménage pas. Quand et si j'ai besoin d'aide, je la demanderai. Mais en ce moment, je suis parfaitement capable de gérer ma propre vie. Elle n'a pas aimé, est devenue froide, a commencé à appeler moins, a fait des commentaires pointus sur comment j'étais têtue alors que vraiment j'étais juste autonome. Et tu sais quoi? La distance faisait mal, mais elle a aussi tout clarifié. Parce que les enfants qui ne restent proches que quand tu es docile ne te respectent pas. Ils te gèrent. Et ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ces 6 choses, manque de respect, temps non valorisé, manipulation par culpabilité, soins unilatéraux, être un plan de secours et perdre l'autonomie, elles ne te détruisent pas toutes d'un coup. Elles le font lentement, jour après jour. Oui après oui. Limite après limite non contestée, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour et réalises que tu as passé des années à donner des morceaux de toi-même à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de rendre quoi que ce soit. J'ai 83 ans maintenant, et j'en ai fini d'être rejetée, fini d'annuler ma vie pour la leur, fini de financer leurs choix tout en sacrifiant ma sécurité. Fini d'être nécessaire mais jamais prise en charge. Fini d'être la solution à chaque problème. Fini d'être traitée comme si je ne pouvais pas gérer ma propre vie. Et si ça signifie moins de contact avec mes enfants, moins de proximité, plus de distance, j'ai fait la paix avec ça. Parce que je préférerais être seule et entière qu'entourée de gens qui me valorisent seulement pour ce que je peux leur donner. Les relations qui ont survécu à mes limites étaient celles qui valaient la peine d'être gardées. Celles qui ne l'ont pas fait étaient construites sur ma conformité, pas ma valeur. Et je comprends finalement que poser des limites n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas être difficile. C'est dire, je compte aussi. Mon temps a de la valeur. Mon argent est à moi. Ma maison est à moi. Ma vie est à moi. Et si tu ne peux pas m'aimer tout en respectant ça, alors ce qu'on a n'est pas de l'amour. Je pense parfois à cet été de 74. Quand j'avais 32 ans, je pensais qu'être une bonne mère signifiait une disponibilité sans fin, un sacrifice sans fin, un oui sans fin. Je n'ai jamais imaginé qu'à 83 ans, la chose la plus difficile que j'aurais à faire serait d'enseigner à mes enfants adultes que je suis encore une personne, que j'ai encore des besoins, que l'amour est censé circuler dans les 2 directions. Je suis reconnaissante maintenant d'avoir finalement vu les schémas avant de tout donner,
de comprendre que me protéger n'est pas la même chose que les abandonner. Reconnaissante pour les gens qui se sont présentés quand mes enfants ne l'ont pas fait. Pour Sarah, pour mon club de lecture, pour les matins qui sont à nouveau à moi. Reconnaissante de me choisir après 8 décennies de choisir tout le monde d'autre en premier. Merci d'avoir été avec moi, d'avoir entendu quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas dire à voix haute. De comprendre qu'aimer tes enfants ne signifie pas les laisser te consommer. Le livre est dans le commentaire épinglé. Le code de la liberté. Toutes les limites que j'aurais aimé poser il y a 20 ans. David continue à appeler. Plusieurs fois par jour maintenant. Dit que je dois le retirer. Dit que les gens reconnaissent notre famille dans les histoires. Dit que je détruis sa réputation. Dit que Léa ne lui parle pas parce qu'elle pense qu'il m'a dit de l'écrire. Dit que ça déchire la famille. Mais si ça aide une personne à poser des limites avant d'avoir tout perdu, ça compte plus que garder la paix avec des gens qui veulent juste que je sois silencieuse. Donc il reste, au moins pour l'instant. Si tu veux être avec moi à nouveau, je serai là. Toujours en train d'apprendre, toujours en train de protéger ce qui reste, toujours en train de choisir la dignité plutôt que d'être pratique. Prends soin de toi. Quoi que cela signifie pour toi,